L'enregistrement audio est activé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire numéro 6, donc qui s'inscrit dans une lignée, puisque c'est le dernier en date pour l'année 2019. Donc un rappel du contexte, donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc les chambres de commerce et d'Occitanie organisent ces webinaires en partenariat avec la Direct Occitanie. Donc cela s'inscrit dans le cadre en fait, d'un projet collectif de l'opération Développer une culture de la prévention. Pour ce dernier webinaire, nous traitons aujourd'hui du thématique troubles musculo-squelettiques, donc bien les repérer pour mieux les prévenir. Donc nous accueillons deux intervenantes, donc Madame Dartus, donc, qui est médecin du travail à l'ASMT 65, donc dans les Hautes-Pyrénées, et on aura un retour d'entreprise donc de Christine Montanez, qui est gestionnaire adjointe au lycée d'Argelès-Gazos, pour tout ce qui est mise en application. Donc, on va principalement répondre aux questions suivantes. Donc, les TMS, de quoi parle-t-on? Quelles solutions existent-ils pour les repérer? Et puis, enfin, quelles solutions pour mon entreprise? Donc, il y aura deux interventions, comme précisé, avec des temps d'échange à la fin de chaque intervention. En fin de webinaire, on vous sollicitera pour une enquête de satisfaction. Et en dernier lieu, vous pourrez télécharger l'ensemble des documents qui auront été abordés lors de cette présentation. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Madame Dartus. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler donc, des troubles musculo-squelettiques, essentiellement des généralités quand même. Excusez-moi, je me rôde sur le fonctionnement. Donc, des TMS, de quoi parle-t-on? Donc, les troubles musculo-squelettiques, c'est les pathologies qui touchent tout ce qui est l'appareil locomoteur, les articulations, les muscles et les tendons. Elles peuvent s'exprimer par différentes signes et symptômes, juste de la fatigue musculaire jusqu'à des pathologies avérées, des ruptures tendineuses, les hernies au niveau lombaire, inguinal et sciatalgie. Donc on a tout un champ différent de pathologies avec des localisations diverses. Au niveau du muscle, des myalgies, on peut avoir des fatigues musculaires qui sont dues à des positions, des postures fixes, avec peu de sollicitations musculaires, mais qui entraînent quand même des douleurs, ce qui explique les positions et les douleurs sur les postes écrans. Donc au niveau des tendons, c'est plus sur des tractions importantes, avec des tendinites, et ce peut aller jusqu'à la rupture. Au niveau des compressions, les tendons peuvent se comprimer par tout ce qui est tissu adjacent. Les problèmes canalaires qu'on peut voir au niveau des canaux carpiens, c'est des compressions au niveau des nerfs. Et on peut retrouver aussi des bursites ou des hygromas qui sont des inflammations des bourses séreuses au niveau de l'articulation et qu'on retrouve surtout après des appuis prolongés. Donc, les localisations différentes, essentiellement les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur et des pathologies lombaires. Donc, on parle de cervicalgie, de pathologie de l'épaule, des tendinites au niveau des coudes, et des épicondylites. On peut avoir après des compressions au niveau des coudes, du nerf lunaire, du nerf radial, des pathologies au niveau du syndrome du canal carpien qui se font par compression aussi, des tendinites des poignets, des mains, des fléchisseurs et des extenseurs. Au niveau du membre inférieur, essentiellement, c'est des hygromas du genou par compression, le classique la pathologie du caroleur. Puis après, tout ce qui est problème lombalgie, hernie, sciatique, etc. Au niveau des facteurs de risque, l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation du TMS. Il existe beaucoup de facteurs qui s'entrecroisent. Donc, on a, pour avoir des TMS, un problème d'équilibre entre les sollicitations biomécaniques et l'équation personnelle, que l'on retrouve sur les problèmes d'âge, de sexe, d'antécédents médicaux, de pathologie. Au niveau de l'organisation du travail, on va retrouver
des problèmes de cadence, de charge de travail, etc. Les facteurs psychosociaux qui rentrent en jeu aussi, avec le stress, les activités extrinsèques, les problèmes au niveau de l'entreprise sur le climat social, etc. Donc, tous ces facteurs sont intriqués sur les facteurs de risque des TMS. Je vous montre là des exemples de facteurs de risque spécifiques du TMS. Donc, sur la typique, la cervicalgie, avec le maintien du cou en extension pour regarder un écran trop haut. Au niveau des postes informatiques, essentiellement, il y a 3 risques importants. Donc, la hauteur de l'écran, ou trop haut ou trop bas, l'appui permanent de la paume de la main sur le bureau ou sur le repose-paume, et le fait d'avoir la souris trop éloignée du clavier, qui entraîne des pathologies au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, on a des travaux de stature maintenus avec des bras au-dessus de la ligne des épaules, que ce soit en antéflexion devant ou sur le côté en adduction. Se rajoute là-dessus un port de charge, même s'il n'est pas fréquent. Pour tout ce qui est main ou canot carpien, le plus embêtant, c'est les gestes de préhension, les gestes de fin, de pince, les appuis au niveau du carpe, qu'on retrouve après sur les postes de meulage, de polissage ou d'assemblage de pièces. Les TMS, les conséquences sur l'entreprise. Donc, on a plus des 4/5 des maladies professionnelles, du tableau 57 et 98, en sachant qu'il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles, ce qui représente quand même 10 millions de journées perdues. Pour les lombalgies, c'est plus souvent déclaré en accident de travail, c'est quand même 1/5 des accidents de travail, avec aussi 10 millions de journées perdues. Et en moyenne, le coût du tendinopathie de l'épaule, c'est 17 000 € et 220 jours d'arrêt. Donc, les impacts pour les salariés, des problèmes douloureux, les restrictions d'aptitude, pathologies, traitements, ça peut aller jusqu'aux problèmes familiaux, l'exclusion sociale et la perte d'emploi. Pour l'entreprise, les pertes d'efficacité, perte de flexibilité, l'absentéisme à gérer, les coûts directs, tout ce qui est maladie, pharmacie, hôpital. On retrouve aussi les indemnités journalières quand c'est déclaré à IP ou AT. Plus des coûts indirects sur la gestion du dossier, le remplacement et la formation des remplaçants, la gestion administrative des dossiers, les rentes, etc. Donc on peut voir quand même les impacts importants qu'il peut y avoir sur l'entreprise. Donc comment agir? Déjà ne pas attendre les premières plaintes. Faire une évaluation du risque avec le DU en recensant les situations à risque. Les démarches de prévention, de phase avec des phases de dépistage et puis des phases d'intervention avec ergonomes. Ce qui est important de mettre en place, c'est le fait que tout le monde participe à une démarche de prévention. Donc au niveau d'un engagement important au niveau de la direction, les RH, le CSE, les salariés eux-mêmes, et tout le monde doit s'inscrire dans la durée, parce qu'il faut adapter régulièrement et évaluer régulièrement les choses mises en place. Au niveau des pistes, comment agir? Au niveau des pistes techniques, donc les conceptions des situations de travail, donc il y a la situation poste de travail, mais sur la chaîne, sur l'entreprise et aussi avec les fournisseurs. Donc il faut un aménagement, un dimensionnement adapté des postes, mais aussi des outils. Sachant que par exemple pour un outil, l'appréhension doit être faite le maximum sur toute la surface de la main, que les outils doivent être légers, plus maniables, s'ils sont lourds avec des systèmes de suspension, s'ils sont vibrants, mettre des amortisseurs de vibration. Donc tout doit être regardé dans le choix et des équipements de travail. Les EPI aussi, parce que par exemple sur des gants inadaptés au niveau de la taille, ça peut générer des problèmes de PMS aussi. Au niveau des pistes organisationnelles, il
faut mettre la diversification des tâches avec l'alternance, en sachant que l'alternance est importante si les gestes sont différents. Parce que sur une chaîne de production, si vous passez d'un poste à l'autre avec des gestes identiques et les sollicitations des mêmes articulations, ça n'arrangera rien, au contraire. Donc, pardon, je regardais les commentaires sur le son. L'organisation des pauses aussi, même ça peut être des micro-coupures, mais sur pas forcément arrêter de travailler, mais passer sur des postes où on sollicite des articulations différentes. Donc après, écarter des objectifs, attention aux cadences, et puis essayer d'envisager les aléas de production et de les anticiper. Au niveau des ressources humaines, la formation. Un salarié informé et formé, informé des pathologies qu'il peut avoir sur son poste de travail, c'est quand même une sentinelle efficace qui peut faire remonter les problèmes. Au niveau des nouveaux, pareil, un accueil, un temps d'apprentissage et l'importance de la transmission des savoir-faire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en mobilisation interne, tout s'associe impliqué dans la démarche. Il faut solliciter votre service de santé au travail, déjà sur les DU, avec l'aide au DU et l'évaluation des risques professionnels. Le médecin du travail peut revenir vers vous, ainsi que l'infirmière de santé au travail, sur le suivi et vous signaler des postes difficiles. Des services de prévention, des CARSAT, la CRAM et les branches professionnelles, en sachant qu'il y a des aides financières avec subvention prévention TPE de la CARSAT. Donc, les AFS, dans les aides financières simplifiées de la CARSAT, on a le TMS Pro Diagnostic, qui est une aide financière pour initier et formaliser un projet de prévention en entreprise, en sachant que c'est pour les entreprises de 1 à 49 salariés et en dehors d'un groupe. Puis les TMS Pro Action, qui aident à l'achat du matériel ou des équipements, sur de la formation aussi, et tout ce qui est aménagement de poste. Vous parlez de deux exemples de retour d'expérience. Donc on avait une problématique chez une cuisinière dans une EHPAD avec des problèmes de dos. Donc elle avait la problématique à la livraison de la palette qui était posée à l'extérieur et avec éloignée du frigo et de la réserve. Donc la mise en place d'un monte-charge à haute levée, d'un transpalette à haute levée qui lui a permis de mettre à hauteur pour les filmer, le dépotage et transporter les produits. Là-dessus, il y a eu une modification des plannings sur une organisation pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit là au moment des livraisons. Donc après, il y avait un autre, j'ai oublié pour éviter les positions penchées en avant au moment de la plonge sur un évier trop profond, il y a eu un fond d'évier mis en place. Pareil, on a un chariot à lever constant pour la manutention des plateaux, pour éviter les positions penchées en avant ou accroupies. Et mise en place dans la réserve d'une réorganisation en mettant les produits légers en haut ou en bas et les produits plus lourds à hauteur avec des tiroirs qui pouvaient être posés directement sur les chariots. Le deuxième exemple, c'était un atelier de réparation de vélos qui était quand même soumis sur une saisonnalité avec 20 vélos à réparer par jour en moyenne, en sachant qu'un vélo à assistance électrique, c'est 22 kg. Donc il avait un pied sur lequel il mettait son vélo, il le montait, il fallait le renlever pour le tourner. Donc il y a eu la mise en place d'un pied électrique qui saisit le vélo au sol et qui le monte à hauteur. Sur ce pied peut venir s'installer un plateau avec les outils à disposition. Et donc là-dessus, mise en place d'un appel de saisonnier sur les mois de juillet-août et aussi une modification de l'éclairage avec de l'aide à la lumière blanche. Voilà sur mes petits retours d'expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Donc merci beaucoup pour
cette partie introductive. Oui, j'ai relancé du coup au niveau du chat pour les personnes qui souhaitent voilà, poser des questions. N'hésitez pas, on va les voir apparaître et on va les relayer du coup pour avoir plus de précision. Du coup, moi j'avais une question, du coup, enfin une question plus une précision lors de votre présentation. C'est vrai qu'au niveau des outils, vous avez parlé du DU, peut-être préciser qu'il s'agit du document unique. C'est vrai qu'on manie ce vocabulaire fréquemment. Voilà, pour les personnes, sachez que c'est le document unique, et donc c'est le document qui est censé recenser l'ensemble des risques qui sont présents dans votre entreprise, dans lequel vous impliquez vos personnels, notamment les personnes maintenant qui font partie du CSE. Et ce document doit être remis à jour à minima annuellement et éventuellement chaque fois qu'un nouveau risque apparaît au sein de votre entreprise. Voilà. Je sais, vous avez peut-être des compléments spécifiques sur les TMS à ajouter. Non, c'est vrai qu'on se laisse emporter par notre jargon professionnel, oui, effectivement. Et donc là, n'hésitez pas surtout à faire appel au service de santé au travail, qui peut être une aide importante pour la mise en place du DU. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions particulières? N'hésitez pas à nous les poser. S'il n'y a pas de questions éventuellement, c'est que tout a été clair. Et du coup, on va peut-être pouvoir passer directement au retour d'expérience du lycée d'Argelès-Gazost. Donc, je vois qu'il y a une question qui se pose. À qui peut aider? Du coup, il y avait on avait vu de mémoire en slide 14, donc les partenaires éventuels. Est-ce que vous pouvez peut-être juste repréciser les principaux? Donc, service de santé au travail, CARSAT, les branches professionnelles, la CRAM, et faire sur vous avez des documents INRS qui aident sur les dépistages des risques et mise en place. Bon, très bien. Merci. Dans tous les cas, voilà, sur la partie téléchargement, au final, il y a pas mal d'outils, donc peut-être on vous fera un tour d'horizon des outils qui vous ont été proposés au téléchargement à ce moment-là. D'accord, on en reparle tout à l'heure par rapport aux outils. Très bien. Du coup, je pense que on peut passer la parole du coup à Madame Montagnès pour son retour d'expérience en entreprise. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions du coup qui arrivent, vous les posez au fil de l'eau. Il y a un temps d'échange encore à la fin. Donc les deux intervenantes pourront interagir. Je vous laisse la parole, Madame Montagnès. Merci. Donc bonjour à tous. Je suis donc adjoint gestionnaire au lycée d'Argelès-Gazost. Donc nous avons nous avons des spécificités un petit peu par rapport aux entreprises que vous pouvez représenter, puisque nous sommes un établissement scolaire. Donc je suis responsable des personnels, des agents régionaux des lycées, c'est-à-dire les personnels techniques qui font l'entretien général de l'établissement, la cuisine et le service au niveau du self. Voilà pour poser un petit peu le profil des personnes dont on va parler. Donc en 2014, après mon arrivée, nous avons fait un constat au niveau de la plonge avec des personnels agents, donc des agents qui étaient 6 à travailler derrière un mur, dans une pièce fermée, extrêmement humide, avec une machine à laver, un tunnel de lavage qui était particulièrement bruyant, et un tourniquet, ce qu'on appelle un tourniquet, donc sur lequel les convives déposaient leur plateau sur 3 étages. Donc un travail donc très peu valorisant et particulièrement difficile. Au-delà de ça, donc 6 personnes qui étaient concernées, dont une collègue qui était reconnue comme travailleur handicapé et qui était affectée à temps complet à la plonge, c'est-à-dire de 6 h le matin à 14h30 l'après-midi, puisque nous avons un internat et qu'elle procédait en fait à l'installation du petit déjeuner pour les élèves internes. Donc voici le point de départ de notre démarche. Ce constat-là, nous avons donc
donc fait ce constat, excusez-moi, avec quelques illustrations. Donc vous voyez, comme le disait le docteur Dartus, des positionnements de bras en hauteur. On voit également au centre une collègue qui est un petit peu penchée sur le côté et qui doit chercher des casiers au-dessus de sa tête. Voilà, des casiers, des chariots à casiers, des chariots à assiettes qui n'étaient pas à niveau constant. Donc sans arrêt, des postures, les collègues étaient obligés de se baisser, de se relever, donc extrêmement traumatisant. Nous avons donc contacté le médecin de prévention, donc le médecin de l'ASMT, du 65 également, concernant le cas de ce personnel handicapé qui avait des restrictions donc, de port de charge lourde de plus de 5 kg. Une étude de poste a été réalisée avec l'ergonome en charge de la prévention. Elle a analysé en réalité les 6 postes, donc les personnes qui dérochaient, c'est-à-dire qui vidaient les assiettes dans lesquelles il restait de la nourriture, les personnes qui mettaient les verres dans les casiers, les personnes qui sortaient la vaisselle propre de la machine. À l'issue de ce rapport que nous avons donc transmis à la région, puisque nous dépendons de la collectivité territoriale, nous lui avons transmis ce rapport ainsi qu'une étude et un projet que nous avons mis en interne qui était de remoduler complètement j'ai plus le dire pour là, qui était donc de revoir intégralement la plonge du self. Excusez-nous, on n'a plus le diaporama. C'est bon. Écoutez, excusez-moi. Si vous m'entendez, c'est parfait. Voilà, donc la région... Peut-être à redémarrer votre webcam. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. On est reparti. D'accord. Les aléas du direct. Donc, la région nous a totalement suivis dans ce projet-là en subventionnant une nouvelle machine, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus silencieuse, et également des travaux pour abattre le mur et pour permettre un face-à-face entre les personnels techniques et les convives. Donc, on le voit ici sur l'image. Donc, désormais, les convives vident eux-mêmes leur plateau, déposent leurs assiettes, leurs verres, leurs couverts dans des casiers prévus à cet effet. Et les personnels qui sont derrière la plonge ne font que lancer les casiers vers la machine et évidemment ranger la vaisselle lorsqu'elle est propre. Voilà, donc nous n'avons désormais plus que 3 personnes affectées à la plonge au lieu de 6. Donc ces personnes-là n'ont pas été, les postes de ces personnes-là n'ont pas été supprimés, elles ont simplement été replacées ailleurs, donc dans de l'entretien du service général. Ça met également beaucoup le personnel en valeur puisqu'il y a un réel échange et une communication avec les usagers, donc avec les élèves, avec les autres personnels. Voilà, les réticences donc de quelques personnels lorsque nous avons mis en place ce projet étaient qu'on allait supprimer du personnel, ce qui n'a absolument pas été le cas. Pour terminer, voilà, donc c'est passé également par de l'achat de matériel performant, donc la laverie, un nombre suffisant de chariots à niveau constant qui évite les déplacements, et une nouvelle organisation du travail, donc avec une participation des usagers, comme je vous le disais. Et le soir, pour l'internat, on n'allume plus la machine, on met simplement la vaisselle à tremper, et la collègue qui arrive le matin passe tout à la machine, ce qui permet de soulager également les personnels de service le soir. Donc cette expérience menée avec la SMT et la région, Occitanie bien entendu, nous a permis finalement d'aller encore plus loin dans cette analyse des troubles musculo-squelettiques avec leur prise en compte lors de la réhabilitation de la cuisine qui a été réalisée pas plus tard que l'année dernière. Donc nous avons refait intégralement
la préparation chaude, la préparation froide, etc. Nous avons associé les personnels ARL, donc les premiers concernés, par des réunions. Donc on a créé un groupe de travail. La région nous a totalement associés dans la conception des plans avec le bureau d'architecte. Voilà, donc des locaux totalement adaptés, avec des plans, comme le disait le docteur Dartus, une chambre froide traversante qui permet de passer de la préparation chaude, de la préparation froide en attente et d'aller directement au self, en évitant ainsi de faire des trajets trop longs. Du matériel récent avec des machines, donc des sauteuses, des fours vraiment très, très modernes et qui permettent d'être nettoyés, de façon assez simple. La limitation du port de charge lourde avec des bacs gastro-ergonomiques avec une profondeur limitée. Comme le disait Madame Dartus tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça évite de devoir se baisser, ça évite de porter un poids beaucoup plus important. Une réduction des boîtages. Alors là, il ne s'agit pas de matériel, mais le fait d'avoir construit une chambre froide négative beaucoup plus importante que celle que l'on possédait auparavant nous a permis de vraiment limiter les boîtages, puisque désormais on ne fait plus de légumes en boîte 5. Également, le monte-charge a été créé à proximité directe de la zone de légumerie et de déconditionnement. Donc on voit ici sur la première image la préparation chaude. On voit en rouge sur le côté gauche des conteneurs de transport, puisque nous avons des repas qui partent vers des écoles et qui se situent dans la préparation. Ici, donc il se situe en préparation chaude, donc à proximité directe des bacs que l'on doit charger à l'intérieur. Ici, nous voyons la zone vaisselle propre, donc juste à l'entrée du self pour les élèves. Ici, nous voyons des chariots à niveau constant qui sont en double. Donc, les mêmes sont positionnés à la sortie de la laverie, vide, ce qui permet de ne pas faire de réassortiment en cours de service. Donc, des tâches de nettoyage facilitées avec des revêtements muraux et des sols qui sont faciles d'entretien, donc ce qu'on appelle des panneaux sandwich. Donc, les murs sont lisses, blancs et lisses, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas tout ça, on n'a pas besoin de frotter à outrance. Du matériel performant avec donc des sauteuses et des fours ici, qui sont auto-nettoyantes. Et une mise en valeur réelle du travail des personnels, qui nous paraît essentiel et vraiment très important, avec une zone de grillade et de friture qui est située au niveau de la chaîne de self. On le verra sur la prochaine diapositive. Ici, pardon. Ici, donc on sert ici et nous avons les grillades et les friteuses situées juste derrière. Donc les enfants voient qu'on travaille en direct. Également des vitres, des zones de protection vitrées. Donc lorsqu'on passe au self, on voit les collègues qui travaillent derrière et qui font des entrées et des desserts maison. Merci de votre attention. Parfait, merci beaucoup pour tous ces exemples concrets qui du coup ont bien illustré de manière réelle en fait les actions qui ont été mises en place dans votre lycée. Et puis on voit que ça s'est concrétisé quand même assez rapidement puisque votre prise de poste est en 2014, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc prise de poste en 2014. Alors bien sûr, pour certains, ça peut paraître extrêmement long dans la mesure où il s'est écoulé 1 an et demi avant la création de la nouvelle plonge. Hein. Nous l'avons inaugurée en octobre 2015. Mais finalement, c'est quand même assez rapide. La cuisine s'est faite en 1 an. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, du coup, le retour, le ressenti du personnel, oui. parce que ça a dû beaucoup leur changer, faciliter la vie au travail.
Tout à fait. Alors au-delà des craintes initiales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient de dire oui, mais si on nous enlève la plonge, bien sûr le travail sera moins traumatisant pour nos articulations, etc. Mais on va nous supprimer des postes. Cette idée-là est très vite retombée. Donc aujourd'hui, nous notons beaucoup moins d'arrêts maladie. Ça c'est un fait, c'est vraiment avéré. Et les personnels sont vraiment enchantés finalement parce que tous les jours elles nous font remonter que le travail est agréable et puis il y a énormément le fait d'être en contact direct avec les élèves. C'est extrêmement important. Donc on travaille encore aujourd'hui avec la région Occitanie. On améliore encore les choses régulièrement. Mais les retours et les retours au niveau des personnels sont vraiment très très bons. Très bien, merci pour ce complément d'information. Du coup, on a des questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, je vais essayer d'aller reprendre par ordre chronologique. Tout d'abord, sur la première partie, donc, on avait une précision donc Yacine Cap Emploi, donc, il précisait qu'il y avait également des fonds spécifiques pour aider à maintenir les personnes dans l'emploi. Des fonds spécifiques plutôt au niveau côté RH qui pouvaient être en lien avec ces personnes au niveau du TMS. Voilà. Ensuite, on a eu des questions en fait plutôt axées ergonomie en fait. Donc Madame Bernos, a priori de la structure, ou Monsieur Bernos, pardon, structure nervure. Je cherche des informations sur les hauteurs d'écran, clavier, positionnement des souris, donc l'ergonomie au poste de travail, qui a priori ne sont pas indiqués dans les documents IMRS ED23 et 79. Donc ça va peut-être faire le lien avec les documents qu'on souhaite proposer en téléchargement. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter, Madame Bertus? Déjà pour la hauteur de l'écran, il faut que le haut de l'écran soit au niveau de la hauteur des yeux. Et, sauf pour quand on avance en âge et qu'on a des verres progressifs où il faut plutôt baisser l'écran. Généralement, c'est ça la hauteur. Puis après, je peux envoyer à M. Bernos les caractéristiques de positionnement du travail sur écran. Très bien, oui, s'il y a des éléments complémentaires, on les joindra du coup à la présentation. Ça sera joint à la présentation. Donc voilà, il y aura des pièces jointes associées. Je suis en train du coup de continuer à cumuler les questions. Ensuite, on a une question sur les souris en fait. Est-ce que la souris sans fil peut être une solution pour limiter les TMS? Et on avait des éléments de réponse qui étaient peut-être une souris verticale. Donc ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui... Alors ça existe, hein, mais est-ce qu'il y en a qui ont des retours d'expérience, notamment vous, sur des cas concrets que vous avez pu voir? Donc on a un retour d'entreprise qui a dit oui, mes collaboratrices et moi-même en avons testé. C'est mieux adapté pour le poignet. Donc voilà, c'est l'entreprise Sematech qui a répondu. Et je vous laisse du coup compléter et ensuite on passera sur des questions plutôt subventions. Oui, donc la souris sans fil, l'essentiel c'est quand même d'avoir la souris proche de soi. Ne pas être le bras tendu avec. Donc si le fil est trop court, effectivement la souris sans fil sera mieux adaptée. Puis les souris verticales ergonomiques amènent quand même un confort important au niveau du poignet. Et du coup, est-ce qu'il y a peut-être des guides où il faut se consulter, on va dire, le fournisseur de bureautique classique pour voir l'ensemble des modèles qui peuvent exister? Ce qui est important, c'est adapter aussi la taille de la souris à la taille de la main. Et les souris verticales, les faire essayer aux utilisateurs. Hein. Ce qu'il y a de mieux, c'est laisser. Comme ce n'est pas quand même dans un budget très important, on peut avoir une souris verticale et la faire tourner sur les différents opérateurs, savoir si ça leur convient ou pas. Oui, c'est ce que j'avais en mémoire, moi. C'est que du coup, c'est vrai que les fournisseurs peuvent être à même de proposer un test sur les différents matériels qui sont amenés à proposer à la vente. Et du coup, ils les laissent à l'essai pendant 15 jours dans l'entreprise. Et voilà, le personnel peut essayer pendant 2 ou 3 jours tel ou tel type de matériel. Et ensuite, voilà, acquérir éventuellement celui qui est le plus adapté. Tout à fait.
Du coup, on a une question, donc toujours associée à la structure nervure. Donc, pouvez-vous confirmer que la subvention CARSAT Pro Action est de 50%, plafonnée donc à 25 000 € de subvention, sans plafond de budget? Et du coup, est-ce que cette subvention est cumulable avec l'obtention d'une aide à l'investissement productif? Donc là, c'est plutôt la structure ad hoc qui dépend de la région Occitanie. Je ne vais pas répondre à la question parce que je vous dirais sûrement des bêtises, donc il faut que je me renseigne. Alors du coup, dans les documents qui sont au téléchargement, il y a le dossier en fait pour donc cette action TMS qui sont portées quand même par les services de prévention de l'assurance maladie et qui est relayé donc par les CARSAT locales. Ces dossiers sont en téléchargement et il y a les critères d'éligibilité qui sont présents à l'intérieur. Je pense qu'ensuite, les personnes les plus à même donc, de vous répondre, c'est soit le personnel ad hoc du coup, ou soit le personnel CARSAT du coup, puisque c'est eux qui analysent les dossiers de subvention. Mais on essaiera de vous trouver des éléments de réponse pour compléter du coup le support. Et je pense que ce qui est important, c'est faire des devis, ne rien acheter et voir vraiment avec la CARSAT ce qui sera remboursé. Alors il y a des listes de matériel, la CARSAT, je parle au sens large, puisqu'il y a plusieurs ex-AFS, donc subvention de prévention TPE. Il y a des listes en fait de matériel qui sont donnés par la CARSAT pour certains équipements, pour pas que les personnes achètent en fait des équipements qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Donc sur certaines subventions de prévention, il faut se référer à ces listes d'équipements. Oui, pour tout ce qui est TMS, par exemple, sur les analyses de poste, si vous faites appel à des ergonomes ou des ergothérapeutes, pour être financé par les services de la CARSAT, il faut que les ergothérapeutes ou les ergonomes aient été formés par la CARSAT. Et pour cela, ils tiennent à jour des listes qui sont consultables sur leur site. Du coup, je vois que mes collègues des CCI qui ont l'occasion d'accompagner les entreprises sur les dossiers. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc, une aide de CARSAT est cumulable, voilà, avec un pass Occitanie par exemple, du moment qu'on ne dépasse pas le pourcentage maximum de l'aide. Au niveau du cumul. Et donc, information complémentaire, donc les aides cumulables avec un pourcentage maximum de 70% d'aides cumulées. Donc, merci à nos collègues CCI pour ces compléments d'information. Alors, je vois la question, quel type d'entreprises sont éligibles? Donc, pour moi, les entreprises, il y a deux choses au niveau de la CARSAT. Donc, si vous êtes éligible à subvention de prévention de TPE, c'est au niveau de l'effectif en fait. Il faut être au moins de 50 et au-delà de 50, vous passez sur du contrat de prévention. Et pour être éligible aux aides de la CARSAT, il suffit que vous ayez de mémoire un seul salarié en fait. Et que vous soyez inscrit bien sûr au régime général. Et puis attention aux entreprises. Pardon? Je dis attention aux entreprises qui sont moins de 50 mais qui font partie d'un groupe. Donc, oui, après voilà, il faut répondre aux critères, je ne sais pas si c'est les critères TPE, PME, comme on l'entend au sens européen du terme, mais voilà. C'est souvent des notions de nombre de salariés pour la CARSAT. Et ensuite, donc, c'est en fonction des branches aussi des secteurs d'activité, puisqu'il y a des aides qui sont, donc les TMS, vu qu'on les retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des entreprises peuvent y être éligibles, et ensuite ils font des aides par secteur d'activité, par exemple des aides spécifiques qui touchent plutôt le secteur de l'hôtellerie, d'autres de l'aide et du soin à la personne, d'autres des secteurs de la logistique. Voilà. Mais tout ça est très bien précisé sur les sites de la CARSAT et d'Amélie.fr,
Et vous avez les liens du coup qui sont en téléchargement à la fin pour retrouver toutes ces informations. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? J'avoue que je n'ai pas eu le temps de lire en parlant. Donc, pour moi, on a fait le tour des questions. Alors, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions, du coup. On va prendre encore 2 questions et ensuite on vous présentera du coup les documents qui sont au téléchargement avant de passer à l'enquête de satisfaction. Donc a priori, il n'y a plus de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, je vois que personne n'est en train d'écrire. Je vais conclure donc, en vous remerciant pour votre participation. Voilà, ce webinaire a été enregistré, donc vous pouvez retrouver l'intégralité de son contenu via un lien internet et sur les CCI donc, qui ont participé à ce webinaire. Certaines donc, mettront le lien sur leur site internet. Voilà, je voulais plus particulièrement remercier donc, tous les collègues des CCI qui ont organisé chacun à leur tour un webinaire, les intervenants donc, qui ont participé également et qui nous ont amené un retour d'expérience et la Direct Occitanie donc, qui cofinance cette opération pour qu'on puisse diffuser donc, de façon assez large par ces nouveaux outils l'ensemble des thématiques qu'on a pu vous proposer. J'espère pouvoir vous retrouver en 2020 du coup, pour continuer la diffusion de ces webinaires de façon régulière. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et on va continuer pour la plateforme de téléchargement et l'enquête en ligne.